Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. La lutte contre l'immigration irrégulière s'invite au palais présidentiel ce mercredi. Le chef de l'État a reçu le ministre mauritanien des Affaires étrangères. Les deux hommes ont échangé sur les moyens de freiner ce fléau sur le continent. Grève dans les écoles, les discussions se poursuivent entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Ces derniers annoncent une assemblée générale demain, à l'issue de laquelle une décision sera prise. Et puis les États-Unis pour une fin du conflit dans l'est de la RDC. L'émissaire américain pour l'Afrique l'a réitéré lors d'une visite à Kigali après un entretien avec le président Paul Kagame. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce mercredi le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie. Les deux hommes ont échangé sur l'immigration irrégulière. Plus de détails avec Pierre Dipomela. Le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, Salem Ould Merouz, reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, a évoqué avec lui plusieurs sujets d'intérêt commun, dont celui de l'immigration clandestine. Selon le ministre mauritanien des Affaires étrangères, plus de 50 corps des jeunes candidats à l'immigration ont échoué sur les côtes mauritaniennes. Les côtes mauritaniennes seulement, je ne parle pas des autres. En 2024, on a repêché sur nos côtes plus de 500 cadavres. Et pour l'année 2025, entre le 1er janvier 2025 et le 31 mars, plus de 100. Et donc, il est de notre responsabilité collective, tous, de prendre en charge cette question-là. Et donc, on pense que les migrations traditionnelles économiques qui sont connues, classiques, qui nourrissent un peu ces rapports entre nos pays, qui aussi impulsent cette coopération, doivent être mises à l'abri de cette prolifération, malheureusement, de ces réseaux mafieux. La Mauritanie étant un pays de transit pour les réseaux mafieux, les autorités mauritaniennes ont lancé une vaste opération d'expulsion de migrants en situation irrégulière. Et avant, le chef de l'État a présidé le Conseil des ministres de ce mercredi, un conseil à l'issue duquel le porte-parole du gouvernement s'est réjoui du retour des enseignants grévistes à la table des négociations, comme nous le rapportent Pierre Dipomela et Fulgence Kissiedou dans ce reportage. Actualité oblige, le porte-parole du gouvernement au terme du Conseil des ministres, conduit par le chef de l'État Alassane Ouattara, s'est exprimé sur la grève qui trouble le secteur éducation-formation. Le ministre Amadou Coulibaly, saluant la reprise du dialogue, s'est félicité de climat détendu qui a prévalu lors des échanges entre syndicats et membres du gouvernement. Ils ont le droit de revendiquer, mais dans le cadre de leurs obligations, ils ne peuvent aller à la grève que si tous les recours, toutes les phases de discussion ont été épuisées et qu'on en arrive à une situation où on est d'accord qu'il y a un blocage et qu'on ne peut plus discuter. Ils le savent. Mais à aucun moment, nous nous sommes trouvés dans ce cas de figure. Quand on parle de trêve, tout est connu, tout est contenu dans le mot. On ne peut pas être en trêve sociale et puis chercher à créer une crise sociale. Il y a un paradoxe. Mais je dis, tout cela est en train d'être donc derrière nous. Il y a eu ce matin une rencontre. Des premiers éléments que nous avons eus, c'était dans une atmosphère très détendue. Vous avez pu voir hier à la télé qu'il y a eu aussi une autre rencontre. On revient à la table de discussion et c'est ce que le gouvernement a toujours souhaité. Les responsables syndicaux ont décidé au terme des échanges de consulter la base avant une éventuelle levée de la grève. Le dialogue reprend effectivement entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Ndésiré Oloto a conduit une délégation ce mercredi pour apaiser les tensions et appeler à la fin de la grève. Les syndicats annoncent une assemblée générale demain au cours de laquelle une décision sera prise. Les précisions de Timé Danger et de Zécré Joseph. Journée marathon de négociation pour la ministre d'État Anne Oloto et deux autres membres du gouvernement, notamment Mariatou Koné et Touré Mamadou. En face, de 9h à 17h, le directoire des deux intersyndicales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, à l'origine de la grève,
qui paralyse le bon déroulement des cours dans différentes écoles primaires et celles du secondaire général et technique du pays. À la demande de signal fort, les hôtes du jour restent droits dans leurs bottes, s'en remettant à la décision de la base convoquée en urgence à une assemblée générale demain jeudi 10 avril. Les membres du gouvernement ont demandé un signal fort allant dans le sens de l'apaisement pour l'arrêt de la grève déclenchée depuis le 3 avril 2025. L'intersyndicale, tout en saluant l'esprit de convivialité qui a prévalu au cours de cette discussion, s'engage à consulter sa base le jeudi 10 avril 2025 au cours d'une assemblée générale. Bien avant, la ministre d'État en charge de la fonction publique revenait sur la nécessité de s'inscrire dans la trêve sociale, laquelle fait du dialogue la seule et unique voie de traitement des préoccupations des fonctionnaires. Le droit des enfants, le droit à l'éducation est un droit fondamental. Il est important que cette année scolaire aille à son terme. Le gouvernement voudrait rassurer la communauté éducative, les parents d'élèves, nos élèves, en disant que pour nos enfants, nous serons toujours à la table du dialogue. Pour l'école, nous serons toujours à la table du dialogue. Même si la rencontre n'a pas accouché d'une souris, ayant permis pour la première fois des échanges directs entre la ministre d'État Anne Ouloto et les meneurs de la grève, elle n'a fort malheureusement pas débouché sur la levée immédiate attendue du mot d'ordre de débrayage. Tous les regards restent tournés vers la rencontre décisive de ce jeudi pour une reprise sereine des cours. Elles sont sur les terrains de foot, elles seront bientôt aussi derrière les fourneaux des joueuses de l'ASEC Mimosa suivent en ce moment une formation hôtelière. Objectif du club en partenariat avec le ministère de l'Apprentissage, les préparer à une reconversion professionnelle comme nous le montrent Timé Danger et Zécré Joseph. Lycée hôtelier d'Abidjan-Cocody. Atelier de pâtisserie. À l'intérieur, des auditrices particulières. Les footballeuses de l'ASEC Mimosa, sorties de leur antre de Seul-Béni, c'est désormais ici qu'elles sont retranchées pour une formation pratique en pâtisserie. Le cours du jour, la confection de pain au lait par les toutes nouvelles pensionnaires, dont l'une à la tâche. À côté, les autres s'affairent à rassembler matériel et ingrédients, vite passés à la pesée. Suit l'étape du pétrissage manuel de 500 g de farine pour un meilleur apprentissage. Au fur et à mesure que je mélange, je rajoute du lait. Après 10 minutes de détente, place au façonnage, qui consiste à donner la forme au pâton de 50 g de pain au lait qui passe à la réfrigération. Quand je retire là, je mets ça au four pour la cuisson. De là, les pâtes compactes obtenues se retrouvent ici au four, avec un processus pas encore bien maîtrisé. C'est pas comme ça qu'on place. Celle qui en a une parfaite connaissance enrichit les autres. C'est réglé en 3 rangées. On ne peut pas placer ça en largeur. Si on place ça en largeur, il n'y aura pas de place pour les autres plaques pour pouvoir placer. Donc on place en longueur. Désormais, c'est comme ça que tu vas placer la plaque. Il n'y a pas de souci. Merci. Sur les lieux, les cœurs sont à l'ouvrage. Toutes s'impliquent et s'appliquent. En seulement 2 semaines de cours, sur la route des auditrices, des acquis mis en exergue. Déjà, il s'est fait des cakes et des biscuits. Et aujourd'hui, voilà le résultat de ce que j'ai fait. Et du pain au lait. Le résultat est bon. Ces aptitudes font la fierté de la direction du club dans un cadre décent au quotidien sur les lieux. Ah, c'est bien détaché. Fondant, je goûte. Bon. Bon. Félicitations. Merci. La volonté et le savoir-faire des auditrices, par ailleurs, sont salués par les 2 parties, lesquelles invitent les jeunes filles à marcher dans les pas des footballeuses de l'ASEC Mimosa. C'est une initiative, j'ai envie de dire, unique jusqu'à présent, dont elles bénéficient, c'est-à-dire permettre à ce que, en plus d'être des professionnels dans un domaine qui est le football, d'avoir des compétences additionnelles, mais qui leur serviront tout au long de leur vie. Donc qu'elles saisissent cette opportunité-là et qu'elles se disent que voilà, elles doivent être les championnes de cette formation, tout comme les championnes de Côte d'Ivoire, bien évidemment. C'est dans la droite ligne de ce que notre ministre veut, permettre à la population de se former pour que notre pays puisse atteindre
une bonne croissance économique et propulser le développement de la Côte d'Ivoire. Nous nous en réjouissons bien sûr, surtout que la SEC, ce n'est pas une équipe inconnue. Pour nous, c'est un privilège d'avoir à collaborer avec cette équipe-là. Au terme du cours du jour, cap est mis sur sol béni. Crampons et ballons prennent le relais aux ustensiles pour affiner un autre génie, celui du football de jeunes filles débordantes d'ambition et de courage, toutes engagées à devenir de dignes ambassadrices du football féminin ivoirien. Un moment, rien qu'à eux, les enfants se sont bien amusés ce mercredi à l'Agora d'Akekwa à Bobo. C'était dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance lancée avant-hier au programme Jeux, animation et surtout beaucoup de sourires. Nadja Eja, Kimon Eric. Agora d'Abobo à Keikwa. L'innocence de la petite enfance s'est manifestée dans cet espace public à l'occasion de cette kermesse organisée dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance. Impatients de participer aux différents jeux qui les attendent, ces tout-petits n'ont pas manqué à la bienséance en ayant des mots chaleureux à l'endroit des organisateurs. Ravi de vous accueillir à l'Agora d'Akekwa à l'occasion de la semaine de la petite enfance. Au programme des chants, de la danse et des jeux tels que le petit maçon, dans la mare, le poisson soufflé et la balle de dos. On a mis des cercles au sein desquels les enfants ont mené des activités. On aurait pu les laisser mener des activités dans tous les sens, mais cela structure le cerveau de l'enfant. Cela leur permet d'apprendre la discipline. Donc, à travers le jeu, c'est la discipline qui est enseignée aux enfants. C'est la structuration qui est enseignée aux enfants. C'est la vie associative, communautaire, la vie en société qui est enseignée aux enfants. Présents aux côtés des enfants, les adultes se sont laissés emporter par la magie du moment. C'est une question simplement pour nous aussi de retourner en enfance. Parce que l'enfant que nous voyons aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. Et l'adulte que nous voyons aujourd'hui, c'est l'enfant qui a été hier. Il nous faut créer des adultes équilibrés. Donc des personnes capables de travailler dans la joie, de pouvoir apprécier les joies de la vie, de pouvoir créer un environnement de joie, un environnement de cohésion sociale. En plus de ceux d'Abidjan, les tout-petits des régions pourront vivre aussi ce moment riche en souvenirs. Tribune pour un plaidoyer en faveur du développement harmonieux de la petite enfance, le CNAP 2025 s'est tenu pour cette édition autour du thème « Promouvoir les services de garde d'enfants pour un développement harmonieux de la petite enfance et l'autonomisation de la femme ». Et le tout premier festival des arts et de la culture, le FACA, se tiendra à Abidjan du 7 au 9 mai. 3 jours de spectacles, d'expos et de découvertes au cœur de la capitale économique, comme nous le rapportent Moussa Nikema et Karine Kassi. La première édition du FACA, Festival des arts et culture d'Abidjan, aura lieu du 7 au 9 mai 2025. Initié par des jeunes étudiants, ce festival vise à promouvoir les amoureux des arts et de la culture sous toutes ses formes. Il faut dire que le FACA se différencie des autres activités culturelles déjà dans sa programmation. Des expositions d'art, ça existe. Des ventes aux enchères, ça se fait également, mais c'est le premier festival du genre à regrouper une telle programmation. Donc il s'agit d'abord de la première édition du FACA qui regroupe dans sa programmation un concours d'art avec plusieurs catégories, une exposition d'art et une vente aux enchères qui sera organisée lors du dernier jour du festival à la remise des prix. Pour les étudiants, déjà pour ceux qui souhaitent s'exprimer artistiquement, voilà, l'inscription elle est ouverte. Tentez votre chance, vous pourrez peut-être remporter le premier prix. Une fois que vous êtes fan d'art, vous êtes passionné d'art, vous voulez assister, vous voulez voir les concerts, vous voulez voir les prestations, vous êtes invité. Personnellement, je suis un amateur d'art et je suis très sensible à tout ce qui est artistique. Ensuite, il existe déjà beaucoup d'événements qui font la promotion de l'art, mais c'est ma première fois d'être confronté et de voir un événement qui est organisé par des étudiants, des amateurs d'art et des écoles d'art. Donc c'est en association, en partenariat avec l'INSAC, et aussi ça va permettre de mettre en avant tous ces jeunes-là qui commencent et qui ont le désir de se confronter, de se frotter aux professionnels. Le Festival des arts et de la culture, FACA, permettra entre autres la promotion des œuvres contemporaines ivoiriennes, de mettre en valeur les talents artistiques émergents et d'offrir une plateforme de visibilité nationale et internationale.
Et à l'étranger, les États-Unis veulent mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. L'émissaire américain pour l'Afrique l'a réaffirmé mardi à Kigali après un échange avec le président rwandais Paul Kagame. Les détails de Salif Yalekwe. Le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, en visite à Kigali au Rwanda, a souligné que son pays est prêt à faciliter une fin du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous soutenons la sécurité et l'intégrité territoriale de tous les États de la région. Notre rôle est d'encourager, d'aider de toutes les manières possibles à soutenir ces pourparlers et ce dialogue. Et nous apprécions toutes les mesures qui ont été prises dans ce sens et nous espérons voir bientôt des résultats positifs. Un vœu cher au cœur du président Donald Trump, à en croire le diplomate américain. Le président Trump est un président de paix. Il soutient la paix. Il est le seul président de l'histoire récente et moderne des États-Unis à ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres. Au cours de son premier mandat, il a mis fin à de nombreuses guerres. Il a retiré nos troupes de tant d'endroits, de zones de conflit dans le monde. C'est un homme de paix. Nous avons vu qu'immédiatement après son élection, pendant la période de transition, il s'est engagé dans des discussions de paix, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe de l'Est, entre la Russie et l'Ukraine. Région riche en ressources et frontalière au Rwanda, l'est de la République démocratique du Congo est en proie à des conflits depuis 30 ans, mais la crise s'est intensifiée ces derniers mois. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Alassane Rabo. Bonne soirée à toutes et à tous.